Ça fait exactement 8 jours depuis que l'été 2025. C'est pour moi une toute première de vous présenter justement ce magazine, votre magazine kiosque pour ce troisième numéro de la semaine. Nous sommes mercredi 8 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un rendez-vous de chaque matin sur votre Radio Liberté Kinshasa, mais aussi CCTV Radio officiel, votre chaîne YouTube. Vous nous suivez également sur CCTV en direct, bien entendu. Nous recevons sur ces plateaux de kiosque et ces grands plateaux de ce matin deux invités. Il s'agit de Christian Moleka. Il est coordonnateur de la DIPOL. Je préfère parler de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne année à vous. C'est mon premier numéro de l'année. Je dois faire plus de 3 mois que je ne participe pas à cette émission pour des raisons d'ailleurs personnelles. Et je tiens à vous remercier de me réinviter, me donner l'opportunité d'échanger avec le public. Ouais, plus ou moins. Moi, je ne suis pas festif d'habitude, donc j'ai passé ma journée à la réflexion. Mais quand même, vous avez fait l'objet de dire, vous avez été parmi, comme nous autres, victimes de pression, de la familiale. Il fallait quand même répondre aux attentes des uns et des autres. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. La télé a la magie de vous donner un rayonnement médiatique qui donne pour certains la perception d'avoir tout gagné. Merci donc, à vous. Christian Moleka, c'est donc, comme il a dit, sa toute première intervention sur kiosque pour cette nouvelle 2025. À face de Christian Moleka se trouve Isaac Ngwenza. Il est initiateur du magazine Ombudsman, analyste politique. Merci d'être venu pour le compte de ce troisième numéro. Ma toute première présentation, Christian Moleka l'a dit, sa toute première intervention. Ça sera pour vous la première aussi? Je pense aussi, oui. C'est ma première intervention pour l'an 2025. Et je profite aussi de cette même occasion pour présenter mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs. Je ne vais pas créer une polémique. Branamiste, excusez-moi, c'est une parenthèse. C'est branamiste? Ça, c'est ma foi religieuse. Bien entendu. J'ai dit ceci. Attendez. J'aimerais quand même qu'on puisse rigoler. Est-ce que c'est biblique aussi chez vous? Non, je pense que s'il y a quelque chose que moi, je ne peux jamais faire en tant que branamiste, parce que je respecte le message de Branham. Le message interdit qu'on fasse de la parole de Dieu à la télévision. J'ai dit ceci. Le message interdit qu'on fasse de la parole de Dieu un objet de spectacle. C'est-à-dire, vous écrivez... Ceux qui prêchent à la télé, ça, j'ai dit comment vous concevez ça? Moi, je suis prédicateur. Non? Si vous écrivez mon nom sur Google, ou bien sur YouTube plutôt, vous ne verrez aucune de mes prédications. Parce que Branham a dit, mon message n'aura jamais du succès à la télévision. Merci. Donc, merci à vous, Isaac. Laissez-moi plutôt présenter les merveilles aussi à notre grande famille à Brazzaville qui nous suit chaque matin. Et je salue aussi à Matongué. Grande famille. La grande famille des kiosques qui nous suivent aussi au niveau de Brazzaville. Et je profite aussi pour saluer Latifa Chouga Matongué qui aime aussi suivre souvent. Qui Latifa? Latifa Chouga, c'est juste une amie. Alors merci à vous. Je salue également toute la grande famille qui nous suivent depuis Brazzaville, la famille kiosque, comme l'a dit Isaac. Nous vous aimons tant. Merci de votre sympathique attention accordée à cette chaîne de référence. Alors, le menu de votre émission ce matin, nous allons parler, vous le savez certainement, des différentes déclarations faites. Il y a la MONUSCO et l'Union européenne qui tous déplorent cette sorte de violation de ce cessez-le-feu par le rebelle M23. Vous avez suivi récemment, le 2 janvier dernier, il y a eu cette prise de Massissi, la cité de Massissi. Isaac Ngwenza qui maîtrise bien cette partie de la République démocratique du Congo. Bien entendu, avec Christian Moleka, donneront leur point de vue sur cet aspect. Également, j'aimerais parler on va parler bien entendu de cette nouvelle mesure prise par l'autorité urbaine. Vous avez suivi, on va essayer de faire en quelques lignes les points sur quelques tarifs désormais officiels fixés par le TDV de Kinshasa. Prenons par exemple prenons Victoire. Des ronds-points Victoire à Yolo et Zo, on parle de 500 francs. Est-ce que ça sera respecté? C'est la grande question de ce matin. De rond-point Victoire à Bon Marché, c'est à 1000 francs. Rond-point Victoire à Mouchi, donc c'est à 1000 francs. Rond-point Victoire, toujours à Bandalungwa, c'est à 1000 francs. Rond-point Victoire pour le boulevard, c'est combien? Gare centrale, c'est 1500 francs congolais. On va essayer d'analyser avec les invités qui sont sur ces plateaux de kiosque ce matin, donner leur point de vue. Est-ce que c'est
cette mesure sera respectée. Le problème, est-ce que le contrôleur, ces gens-là qui sont du terrain, censés appliquer les mesures prises par les autorités urbaines, vont faire leur travail convenablement cette fois-ci, et ça ne sera pas à lettre morte. Voilà, on va commencer par vous, Christian Moleka, pour faire que vous abordez cette question en premier lieu, avant que nous puissions parler, bien entendu, de ce que j'ai avancé tout à l'heure, le déclaration faite par la MONUSCO et l'Union européenne sur la violation récurrente de cessez-le-feu par le M23. Votre point de vue sur cette décision de Daniel Bumba, une première depuis sa prise de fonction, est-ce que ça sera respecté cette fois-ci? Parce que vous l'a fait récemment, Ngobila également l'a fait avant son départ. C'était quand même nécessaire que cette décision soit prise parce qu'on a vécu, tout le monde qui vit à Kinshasa connaît la spéculation qui a sur le prix du transport dans la ville. Il suffit qu'il pleuve un peu pour que les prix doublent, triplent selon les bons vouloirs du chauffeur. Donc il était quand même temps que la ville se ressaisisse et qu'il prenne une décision qui nous permette d'avoir un cadre d'action. Maintenant après, au-delà du cadre, il faudrait des mesures d'accompagnement. Parce que la grille tarifaire définit d'abord les itinéraires, ensuite les coûts liés aux itinéraires. Vous prenez par exemple, moi j'ai lu Kingasani Gare Centrale. Mais cet itinéraire n'existe presque plus. Tout le monde sait qu'à partir de Gare, vous prenez soit Quartier ou des bonhommes. Et à Quartier, vous prenez autre chose. Donc si le gouvernement veut vraiment faire appliquer, il faut faire respecter les itinéraires. Tout le monde sait également qu'il y a des itinéraires. Le matin, vous voulez prendre Kingasani Victoire, vous ne l'aurez pas. Vous voulez prendre le 7e rue Limité. Ou à la rigueur, première rue Saint-Raphaël. C'est là que les bus s'arrêtent. À partir de là, vous prenez autre chose. Donc il faut d'abord respecter les itinéraires, ensuite les prix. Les véhicules à Kinshasa ne fixent plus le prix. En tout cas, ils n'affichent plus le prix. Vous ne verrez pas un seul véhicule. Alors que c'est une imposition, les gars. Vous ne verrez pas un seul véhicule qui affiche le prix. Auparavant, on savait, il y avait des petits cartons, on vous écrivait 1000 francs, on met devant. Aujourd'hui, on n'affiche plus le prix. Il faut déjà que les services publics imposent aux chauffeurs d'afficher les prix, de respecter les itinéraires. Et après, si ces mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, alors là, on peut vraiment vivre le changement. Sinon, est-ce que ce n'est pas tôt, quelque part? La même question, Jacques Ngoïzava. Juste pour finir, sinon on aura de la spéculation. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que pour moi, à Kinshasa aujourd'hui, on a 4 modes de mobilité. On a la moto, ce qu'on appelle la moto à 2 pneus, on a la moto 3 pneus, on a les Kawasaki, on a les bus et les minibus. Cette grille tarifaire s'applique à quoi? Parce que beaucoup de Kinois se déplacent par moto. Cette grille ne concerne pas les motos. Cette grille ne concerne pas le moto, cette grille ne concerne pas les Kawasaki, cette grille ne concerne pas les 2 pneus. C'est-à-dire il faut à un moment donné que le gouvernement prenne toute la complexité de la mobilité et qu'on ne garde pas l'approche traditionnelle, à savoir on définit pour les taxis et les minibus. Alors qu'aujourd'hui, la mobilité a beaucoup évolué et que par exemple les motos, moi j'étais sous les sauts de mouton de 24 il y a 2 jours quand il a plu. Pour prendre la moto de 24 à Montlar, il fallait payer 10 000 francs. Donc il y a une sorte de zone de non-droit pour ceux qui font les motos, ceux qui font les Kawasaki, et l'État doit encadrer tout le secteur de transport, et pas uniquement les bus, les minibus et les taxis. Alors, je t'ai entendu dire tout à l'heure, est-ce que ça n'est pas tôt, quelque part, quand l'État prend cette mesure, avec ce que nous connaissons ces derniers temps, en termes de difficultés de trafic, des embouteillages, est-ce que ce n'est pas un problème? C'est un autre problème. Est-ce que c'est les chauffeurs qui sont victimes aussi de ces embouteillages, qui parfois justifient ces coûts, comme vous l'avez dit, de transport improvisé, par le fait qu'ils n'arrivent pas à faire des courses régulièrement, un peu comme ils le font toujours? Est-ce que l'État n'a pas d'abord résolu cette embouteillage? Ça ne serait pas tôt là, quelque part, à mon sens? L'État a sa responsabilité en termes d'embouteillage, ça c'est vrai, parce que quand on voit l'état de la voirie dans la ville de Kinshasa, la voirie est très complexe, et ce qui crée également ces manques à gagner pour les chauffeurs. Mais le problème il est plus complexe. Vous prenez par exemple la problématique de ce qu'on appelle les versements à Kinshasa. Qui définissent les versements? Ce sont les propriétaires des véhicules. Bien entendu. Et donc les chauffeurs sont liés au fait que c'est les propriétaires qui vous définissent un versement et vous êtes tenu à la fin de la journée de faire un montant qui correspond à ces versements-là. Donc il y a une triptyque à prendre en compte, les propriétaires des véhicules, les chauffeurs, l'État dans cette responsabilité. Chacun doit faire sa part. La part de l'État, c'est de soigner d'arranger la voirie, de permettre une fluidité de la circulation, de mettre les cadres légaux en termes de transport, mais également de réguler pour ce qui est ces tarifs-là de transport qui permettent aux gens de circuler. Après, les chauffeurs ont également leur part.
Et les propriétaires, parce que d'abord le domaine du transport, c'est un domaine qui est censé être exclusif à l'État, et que le propriétaire, comme vous les appelez, privé, qui pallie parfois à cette carence. Est-ce que l'État peut, selon vous, avoir quelque part le droit, si les propriétaires, bon, nous prenons ici les propriétaires comme des activités, parce qu'ils payent quand même tout ce que l'État impose comme droit. Ça ne sera pas un manque à gagner pour ces gens-là, par exemple? Non, je ne pense pas. Le problème, c'est que l'État chez nous a beaucoup démissionné. En principe, le secteur du transport est un marché. Et comme tout marché, il doit être encadré. Ça veut dire que vous voulez peut-être une société des transports. Mais le problème chez nous, c'est informel. Donc j'ai acheté ma voiture parce que j'ai peut-être trouvé 4 000, 5 000. Je mets sur la circulation, je paye les autorités de transport, je dis à une société. Je n'ai aucune documentation qui fait de moi un partenaire de l'État dans le secteur. Alors que dans d'autres secteurs, si vous voulez vrai, vous devez être une entreprise, un SARL bien connu. Donc formel. Voilà, formel. Il y a beaucoup d'informels qui fait que l'État ne maîtrise pas le secteur. Et chacun, dans la débrouillardise habituelle... Quand vous avez parlé en termes de versement, justement, c'est dans cette optique-là que j'aimerais que vous réfléchissiez. Quand vous parlez de versement, ça sera comment? L'État va imposer un tarif, par exemple, ou un montant pour que le chauffeur puisse verser. Mais si c'est le cas, ça ne sera pas une guerre maintenant ouverte avec le privé qui vont peut-être retirer de la circulation leur engin, et ça va impacter sur la difficulté de transport que nous connaissons déjà à Kinshasa. L'État ne peut pas imposer aux chauffeurs, aux propriétaires de véhicules de fixer un montant donné, d'autant plus qu'il y a des marges qu'on peut établir, mais c'est un secteur privé et commercial. Il y a des marges à respecter en termes de loi, en termes de marges de bénéfices. Ce que l'État peut faire, c'est encadrer, par exemple, les syndicats de chauffeurs. On n'a pas de syndicats, on n'a pas de corps organisé dans le secteur. Le secteur est tellement informel qu'on ne sait pas à qui il y a une corporation de chauffeurs qui existe, la SECO. Mais cette corporation-là doit exister au sens réel du terme. Ça veut dire savoir défendre leurs droits, savoir négocier avec le patronat, avec l'État à côté, en prenant en compte les lois de la République. C'est à ce moment-là qu'on arrive à réguler le secteur. Mais s'il n'y a pas un corps, des différents corps organisés... Encore la grande question, est-ce que cette mesure a été prise après échange avec ces corps, vous l'avez dit? Est-ce qu'il y a eu harmonisation? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le gouvernement a mis en place un mécanisme participatif qui permet d'écouter les différentes parties prenantes? Quoi qu'il en soit, la décision a été prise. Ce que je voulais faire, c'est des mesures d'accompagnement pour que nous aboutissions à une mise en œuvre sérieuse et rigoureuse. Alors, Christian Moleka, c'était donc votre toute première intervention. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Isaac Moulézard, vous avez suivi Christian Moleka. Vous avez pris combien ce matin de là où vous avez été pour arriver à la gare centrale? J'ai constaté, ce qu'a dit Isaac. J'ai pris deux motos. Ah, d'accord. La première ne pouvait pas me prendre directement au rond-point Willery. Au rond-point Willery, j'ai pris une autre moto jusqu'au boulevard. Et au boulevard, j'ai pris un taxi jusqu'ici. Alors, tout à l'heure, je parlais avec... Donc, pour un trajet direct, c'est là que je soutiens, c'est que moi, le gouvernement est développé ici, parlant de fixation de l'itinéraire d'abord. Préciser l'itinéraire. On doit savoir que de Victoire en ville, par exemple... Ça a été fixé dans la décision. Oui, dans la décision, ça c'est textuel. Dans la pratique. En termes de suivi. Le vrai problème, c'est au niveau de l'application. Et moi, ce qui me choque dans notre pays, c'est-à-dire je me rends compte que pour la population, il y a même des gens qui déclarent Amboko l'État Zate. Je pense, je suis en face d'un politologue, vous êtes juriste. Dans la théorie du contrat social avec John Hobbes, Léviathan plutôt, avec John Hobbes, le peuple cède sa souveraineté à l'État et l'État à son tour protège la population. Parce que comment nous, Moleka parlait de Léviathan. Avec Thomas Hobbes. Avec Thomas Hobbes. Moleka parlait de corps de chauffeurs, ils ont assez corps, mais il faut un syndicat et tout là. Mais est-ce qu'il y a un corps ou un organisme ou un organe qui protège les consommateurs, protection par exemple des consommateurs? Que si il y avait l'ICOCO à un moment donné, il y avait voilà.
Il y avait deux, trois mouvements. Il y a une ligue de consommateurs. La ligue de consommateurs congolais, il y avait Citoyens Lésés, des structures qui défendaient les... Ligue de sont plus visibles ces terrains. Ligue des consommateurs, je voudrais plutôt qu'on parle de protection des consommateurs. En principe, moi je me dis, lorsqu'on a un ministère de l'économie qui ne marche pas, ou qui montre ses limites, vous allez sentir ça dans la vie quotidienne. Vous savez que le ministre de l'économie, dans ses tâches régaliennes, il a la charge de protéger les consommateurs, de veiller à la concurrence loyale, de veiller au prix. Par exemple, au niveau de transport, quelqu'un paye de ville jusqu'à Victoire 6 000 à cause des embouteillages et tout là, et que de la part du ministère de l'économie, il n'y a aucun arrêté, il n'y a aucune intervention pour veiller à la fixité des prix. Il y a aussi un problème. Le vrai problème dans notre pays se situe au niveau des fixités des prix. Je vous dis, moi je reste à Brazzaville, vous le savez, non? Après l'émission ici, je prendrai mon canot rapide pour rentrer. À Brazzaville, il y a fixité de prix des denrées alimentaires, du transport, de tout là. C'est-à-dire, vous savez déjà que le taxi, c'est 150 francs. Pour autant dire qu'ils sont plus organisés que nous. Exactement. Il y a d'autres points, parfois, J'ai parlé du ministère de l'économie qui veille au prix, à la concurrence loyale. Le ministre de l'économie nous protège contre le hausse de prix et tout. Isaac Moueza, vous voulez dire que l'État congolais doit veiller à ce que, comme vous l'avez dit, ces mesures soient respectées à la lettre. Regarde, parlons plutôt des mesures d'accompagnement. Un peu comme l'a dit Christian Moleki. Exactement. Sous d'autres cieux, il faut une forte campagne de grande envergure qui doit dire aux chauffeurs ou aux receveurs, on fixe le transport à 1000 francs. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait embouteillage, ça sera 1000 francs. Si quelqu'un donne son prix, 1500 ou 2000, arrêtez-les. Ça dit que tout le monde... Bon, regardez, moi j'ai toujours dit, il n'y a rien d'efficace que la communication. J'ai vu ça à l'époque de Mobutu avec l'émission MRP Bisso, Kanime et Kambaye Loleka. À la fin de l'émission, il disait, ils allaient qui abino micro, li kamona motote, et Kambaye Loleka, mobini azo, bapé sa c'est quoi, pamba. C'est-à-dire, il accompagnait l'État dans ses décisions et tout là. Il faut une forte campagne. Dites aux gens que ceux qui chauffeur a tué 1000 francs, Bokanguié, ils doivent savoir ça. Regardez, l'État dispose de tout ce qu'il faut pour se faire obéir de 1000 manières. L'État à l'armée, l'État à la police, l'État à la gendarmerie, pour se faire obéir. Comment nous pouvons vivre dans une ville où, en plein jour... Est-ce qu'on n'est pas pressé de condamner quelque part l'État d'être responsable, dès lors que le ministre, le gouverneur Daniel Bumba, comme je l'ai dit, venait de prendre sa toute première décision en cette matière? Parce que nous sommes dans la salle. A pris, Ngobi l'a récemment. Regardez. Est-ce que ce n'est pas tôt de vouloir incriminer le gouvernement? Je dis ceci. Non, je n'incrimine pas le gouvernement. Il y a des contrôleurs, il y a des inspecteurs qui doivent faire leur travail sur terrain. Je n'incrimine pas le gouverneur, mais je parle de mesures d'accompagnement comme a soulevé mon confrère Christian Moleka. Il faut, et parlant de mesures d'accompagnement, moi j'ajoute des campagnes de sensibilisation. Il faut une forte campagne. Il faut une forte campagne. De veille, quelque part. Non, ça veut dire campagne aussi. Que ce soit pour le transporter comme les transporteurs. Regardez le problème avec nous, c'est quoi? Ouais, quand vous regardez le gouvernement, c'est tout un système. Hein. Quand vous voyez dans la circulation, parfois quand il y a hausse des prix des transports et tout là, des gens qui ne maîtrisent pas le fonctionnement du gouvernement, qu'est-ce qu'ils déclarent? Le ministre des Transports a ça et le côté. Si le ministre des Transports fixe le prix et que l'on ne respecte pas, le ministère de l'économie ou le ministre de l'économie doit intervenir pour protéger la population, protéger les consommateurs. Mais je constate dans la circulation routière dans notre pays ici un désordre inimaginable. Je vous parle maintenant de problèmes très sérieux. Je n'ai jamais vu une seule ville
sur la planète Terre. Vous trouvez pas fait la planète Terre. Non, j'ai dit ceci. Même dans le documentaire et tout là, je n'ai jamais vu une ville où vous voyez dans la circulation routière, dans la chaussée, des véhicules au volant à droite et des véhicules au volant à gauche au même moment. Il n'y a pas une seule ville à part Kinshasa. Il ne faut pas dire ça. Citez-moi une seule ville que tu connais où vous voyez des véhicules volant à gauche et à droite au même moment. Ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire que quand on ne respecte pas la loi, quand au niveau des autorités, ils ne respectent pas la loi elles-mêmes, il y a déjà un problème. Sous d'autres cieux, vous voyez le cortège d'un ministre s'arrêter au feu rouge. Et vous ne verrez pas les scénarios qu'on voit ici, les gardes de corps, tout. Merci. Il y a un problème. Si, alors, parce que, parce que Christian Moleka vient introduire le premier sujet, vous allez... Laissez-moi chuter avec ce sujet. Rapidement, je veux quand même introduire les sujets parce qu'on doit évoluer. Je vais chuter avec ça. S'il vous plaît, Isaac, je vais vous relancer. J'aimerais préciser que nous allons aborder le deuxième sujet. Christian Moleka a introduit les premiers, ça va se passer comme ça. Vous aurez le temps d'introduire les secondes. Et il va répliquer s'il a des points qui ont choqué par rapport au premier sujet et bien entendu réagir par rapport à ce que vous allez introduire comme deuxième sujet. Mais je vais chuter en disant ceci. C'est un signe de vouloir mettre de l'ordre dans la circulation. Mais il faut que cet ordre ne se limite pas seulement au niveau de fixité de prix comme on vient d'annoncer. Qu'on veut aussi à l'ordre public. Par exemple, comment vous pouvez comprendre qu'une moto puisse transporter 4 personnes? Pas la nuit en public, 4. Non, mais c'est que vrai, ce qui est le problème. Moi-même, je vis ce matin dans ma petite voiture. Je pris 3 personnes en route ce matin par souci. Je vis les gens venir presque à pied parce qu'il n'y avait pas la route. Regardez. S'il vous plaît, Isaac Moueza, ce que je veux qui moi-même. C'est vrai, vous prenez les 4 Tiangou. Le matin, quand vous y allez, vous avez l'impression que les gens ne font que pied. Bonheur. Donc vous pouvez soutenir. Attendez. Non, je ne dis pas ça. Je dis ceci. L'air est venu. Parce qu'on a parlé de transport. Écoutez, moi je dis ceci. Regardez, n'attendez pas qu'il y ait un accident pour prendre des mesures. C'est ça le problème. Je veux dire ceci. Vous avez raison. Que l'État puisse trouver des moyens à ajouter sur le chaussée, le moyen de déplacement. Regardez, moi je dis ceci. Peu importe qu'il y ait suffisance ou insuffisance de véhicules de transport en commun. Je ne peux pas comprendre qu'une moto puisse transporter 4 personnes. Parce que vous n'avez peut-être pas fait les villages comme nous autres. Allez, c'est plus que ça, hein. Donc, l'Allemagne d'Afrique n'a pas de chance. Donc, quand vous soutenez ça... Alors, je ne soutiens pas ça, Isaac. Je dis, regardez, l'État puisse trouver des solutions irrélatives. Moi, je fustige tout ce qui est négatif. D'accord, on va aborder le deuxième sujet. On a parlé tout à l'heure de la déclaration faite par l'Union européenne ainsi que la MONUSCO. Vous avez suivi par rapport à cette violation récurrente de ceci les faits récemment, le 2 dernier, le M23 a eu à prendre Massissi. Vous avez suivi les déclarations à travers le monde. J'aimerais ici dire, est-ce que ça suffit comme solution, le fait d'avoir déclaré que la République du Congo est victime du non-respect, par exemple, de la part du M23? Votre point de vue quant à ça? Et ils disent que qui ne respecte pas le CCD. Le M23, ils fustigent le fait que le M23 continue à... L'Union européenne. L'Union européenne et la MONUSCO. Oui, moi ça m'a fait rire. Hein. Pourquoi ça m'a fait rire, Bonheur? Moi j'ai toujours dit, j'interviens toujours sur ces sujets avec un cœur estomaqué, contrit. Dès lors que notre gouvernement ne comprend pas que le pays est sous un complot international, on vivra toujours ces gens de scène. Vous êtes sûr que le gouvernement ne connaît pas? Mais c'est par la voie diplomatique qu'on mène pour amener la paix. La diplomatie n'est pas efficace? Bon, je vais te dire une chose. Il y a eu 18 ans de règne de Kabila. Il a aussi mené une diplomatie, non? 18 ans. Il est parti, il a laissé la guerre. Le président Félix Tshisekedi est arrivé. 5 premières années, diplomatie agissante. 5 ans après,
Il y a une autre dénomination aujourd'hui à part la Jussante? Non, non, j'ai dit ceci. Bonheur, moi je l'ai toujours dit. Et quand nous parlons de l'Est, je reviens toujours à ce que j'ai toujours déclaré. Moi, je considère la guerre de l'Est comme un serpent. Je vous dis toujours, nous les forestiers à l'Équateur, comme toi aussi, nous sommes des forestiers, des riverains. Nos ancêtres nous disent toujours, ou nous disaient toujours, si vous voyez un serpent et que vous voulez l'abattre, la première chose à faire, repérer sa tête. Vous ne pouvez pas... Non! Tant que sa tête n'est pas détruite. Alors, elle est hypocrite, cette déclaration de l'Union européenne, voulez-vous dire? J'arrive. Allez-y quand même. J'arrive. Vous ne faites qu'introduire jusque-là. Non, j'arrive. Je veux dire ceci. Quand on repère les vrais problèmes de la guerre de l'Est, on résout les problèmes à partir des racines. Ça pourra changer les choses. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Isaac? Je veux dire ceci. Je l'ai dit par un proverbe. Si vous voulez abattre un serpent, repérez sa tête, détruisez sa tête. Quand vous détruisez la tête du serpent, peu importe sa longueur, même s'il mesure 100 mètres, le serpent est mort. Peu importe sa longueur, même si le reste bouge. C'est-à-dire, tant qu'on ne résout pas le vrai problème. C'est quoi ces vrais problèmes? C'est pour ça que je dis, hein, vous pensez que le Rwanda est capable de nous mener la guerre? Je voyais l'UDPS avant d'arriver au pouvoir. Hein, on disait, dans les relations internationales, ce sont des problèmes, des intérêts. Quand nous serons au pouvoir, on donnera à Kagame, on donnera plutôt aux États-Unis, aux Américains, plus que ce que le Rwanda leur donne, la guerre va s'arrêter. C'est-à-dire que les 5 premières années, on n'a pas pu donner aux Américains plus que ce qu'on pensait. Le vrai problème, hein, je ne peux pas le dire à la télévision. Merci beaucoup. Je veux seulement dire ceci. Vous allez écrire ça au ministère de la Défense. Non, je ne dis pas ça. Écoutez, je vais terminer, pardon. Je veux dire ceci. Non, je veux dire ceci. Excusez. Allez-y rapidement parce que Isaac Moleka doit introduire. Ça, doit commenter les sujets. Bonheur, le sujet tel que le problème de l'Est, on ne peut pas le parler à la hâte. C'est un problème sérieux. Vraiment, on ne peut pas parler ça à la hâte comme ça. Je dis ceci. Vous savez, quand vous connaissez le nœud du problème... Mais allez-y, c'est quoi le nœud du problème? Le nœud du problème, par exemple, maintenant, plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi il y a eu recrudescence de cette guerre à l'Est là-bas. Tshisekedi accède au pouvoir en 2019. On viendra sur cette historique-là. On va revenir sur ça. Alors, Christian Moleka, vous suivez Isaac en difficulté apparemment de dire réellement le nœud du problème. Il semble dire que c'est très complexe. Et il ne sait pas le dire ouvertement. Il a, comme il a dit, mal, comme Congolais, comme compatriote, de voir que la situation perdure en dépit du fait qu'on a vanté la diplomatie agissante, l'a-t-il déclaré. Votre point de vue sur ce qu'il a dit tout à l'heure, j'aimerais que vous puissiez prendre le même temps d'antenne qu'il a eu tout à l'heure. Bah, moi, j'aurais déjà voulu revenir sur votre question, à savoir le communiqué de l'Union européenne. Bien entendu, c'est autour de ça. Le métier de diplomate est fortement lié à la parole. Et il est intéressant, lorsqu'on suit la diplomatie, de comprendre également le langage diplomatique, qui n'est pas équivalent à notre langage habituel. La diplomatie a ses us, elle a ses pratiques, elle a également son langage. Et quand on lit un communiqué d'une organisation, il faut dans les langages diplomatiques comprendre qu'est-ce qui est dit. Si vous lisez le communiqué de manière assez profonde, le communiqué commence par une condamnation ferme, ce qui est favorable pour le Congo. Que le communiqué condamne fermement la reconnaissance de combat, la prise de Massissi, la version de ce fait. Ensuite, le communiqué propose une démarche, qui est une démarche politique, à savoir la foi au processus de Luanda, le retrait du soutien du Rwanda au M23. Comprenez? C'est tout un communiqué avec avec une démarche politique proposée. Mais ici, une condamnation. J'en viens. Je vous interromps. Allez-y. Peut-être, excusez-moi. Quand Isaac parle de la complicité internationale, il ne voit pas l'Union européenne qui fait les mêmes déclarations que vous avancez ici? Écoutez, moi je ne partage pas les théories complotistes, parce que les États se construisent autour des intérêts, autour des stratégies, et toutes les nations du monde construisent des stratégies au gré de leurs intérêts. Si le Congo veut exister, le Congo doit être capable d'interagir avec d'autres États. C'est comme quand on joue aux échecs, ou comme on joue au jeu des dames. On n'est pas seul.
On est en concurrence, en compétition avec d'autres. Il faut développer l'intelligibilité pour comprendre les autres, pour contourner les autres ou combattre les autres. C'est ça le monde. Donc nous, on n'a pas à pleurer dans certains complots. Il faut identifier les intérêts des acteurs. Qui sont ces acteurs? Quels sont les intérêts? Comment les contourner? Comment construire des alliances stratégiques qui nous permettent d'exister? Nous ne sommes pas le seul pays à connaître la guerre. L'Angola voisin a eu plus de 27 ans de guerre. Le Nita et Mpela, nous connaissons l'histoire. Mais comment ont-ils pu sortir de cette guerre-là? C'est-à-dire, à un moment donné, le leadership politique du pays a identifié les vrais enjeux, alors, est-ce que s'est repositionné en rejoignant les alliances stratégiques utiles pour mettre fin à la guerre. Christian Moleka, avons-nous un leadership faible aujourd'hui? Regardez ce qu'a dit tout à l'heure Isaac, la diplomatie agissante, quelque part, il a dit qu'il a prouvé ses limites aujourd'hui. Nous avons fait moi je n'aime pas s'enfermer dans le court terme, nous avons fait des erreurs stratégiques depuis plus de 20 ans, de positionnement stratégique. Puisque vous voulez qu'on parle géopolitique. Quel était le rôle du Zaïre? Le Zaïre était le pivot géopolitique de l'Afrique centrale pour contrer l'influence russe. Le grand Zaïre dont tout le monde parle, c'était cela. Un pivot de stabilité pour contrer l'influence russe dans la sous-région. C'est à partir du Zaïre que l'on pouvait agir sur l'Angola soviétique, drapeau rouge, Brazzaville soviétique, drapeau rouge, Tanzanie soviétique, drapeau rouge, influence soviétique. Et la bande d'Aouzou, Tchad, Libye, c'est à partir du Zaïre qu'on jouait ce rôle-là. Nous avions un rôle moteur parce que nous étions un pivot géostratégique important. Nous avons perdu cette position géostratégique. Mais nous l'avons perdu. Nous demeurons tout de même, disait Mobutu, disait Franck Fanon, la gâchette. Non, Fanon a dit en termes géostratégiques que l'Afrique, de manière globale, était un continent moteur et qu'il y avait des États piliers. Les États, mais c'est pas nouveau. Même le NEPAD, lorsque le NEPAD a construit son plan de développement de l'Afrique, les États moteurs c'était le Nigeria, le Zaïre, le Congo et l'Afrique du Sud. Nous sommes un État moteur. À chaque fois que l'on construit ce qu'on appelle les CER, les organisations régionales, il y a toujours un État cœur. Vous prenez la SADC, l'État cœur, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique centrale, en principe, l'État cœur, c'est le Congo. Oui, alors, parce que vous en parlez, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cet État cœur, comme vous l'avez dit, n'est que de nom aujourd'hui? Oui, nous l'avons perdu. Nous avons perdu le statut d'État cœur. Nous ne sommes plus le pivot stratégique de la sous-région. L'Angola joue un rôle important. L'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, d'une certaine manière, jouent des rôles plus importants que nous. Il nous faut retravailler à reconstruire un État solide, sérieux. Je dit, la diplomatie agissante est-elle faible ou a-t-elle montré, comme qui dirait, ce limite? Bon, nous aimons beaucoup les slogans. La diplomatie est une construction. C'est un processus de construction. Le Congo a construit depuis, je reviens dans la durée du temps, depuis plus de 20 ans, des errements stratégiques pour lesquels nous sommes en train de payer les prix. Et donc, quels que soient les efforts que l'on construit aujourd'hui, il faut l'inscrire dans la durée, dans le temps. Après, tout dépend de choix stratégiques, tout dépend de la vision stratégique que nous mettons en place. Manifestement, certains choix ne nous ont pas donné les résultats escomptés. Par exemple, sur la guerre, nous avons fait beaucoup de mauvais choix. On peut parler de l'EAC, on peut parler de la mutualisation avec l'Ouganda. Il y a des mauvais choix pour lesquels nous en payons les lourds tributs. Mais tout est question à la fois de vision, d'intelligence stratégique et de regard dans la durée et pas s'enfermer dans le court terme. Alors, je vais donner la parole à Isaac Ngoueza, justement après votre intervention. Christian Moleka, aujourd'hui, tout le monde parle de la cohésion nationale. Vous avez suivi ces déclarations, vous avez suivi la MONUSCO, vous avez suivi l'Union européenne. Au regard de l'avancée que tout le monde fustige de rebelles, en depuis le fait qu'il y a cessé le fait, d'un côté, de l'autre côté, le Congolais, que ce soit la SENCO, que ce soit le politique, Martin Fayulu l'a dit, lors même de son adresse à la nation, comme ce que les autres aiment le bien appeler président élu, mais ils prônent le dialogue, qu'on se mette autour d'une table, le Congolais. Le problème, il est réel. Le rebelle ne va pas nous respecter parce qu'il a derrière lui le Rwanda et tout ce que vous connaissez. Est-ce qu'il est impératif aujourd'hui de mettre nos égos de côté et de nous mettre autour d'une table pour que le Congo et le Congo seul puisse être mis en avant-plan? Moi, je suis de ceux qui croient à une dynamique de cohésion nationale. Pourquoi? Parce qu'une maison divisée n'a jamais gagné de la guerre. Si nous voulons gagner la guerre, il faut un minimum de cohésion autour de ce que sont les enjeux stratégiques républicains.
L'histoire l'a démontré, à chaque fois que le Congolais était unique, que ce soit pour la table ronde, nous avons réussi à renverser le courant de l'histoire. Tout dépend de la volonté des acteurs politiques en présence, de leurs agendas politiques et de leurs intérêts. Parce qu'au Congo, lorsqu'on dit se mettre ensemble pour parler cohésion, pour certains c'est le dialogue, pour d'autres c'est le partage de pouvoir, et pour d'autres c'est un moyen de monnayer des agendas politiques personnels. Donc tout dépend des acteurs, des parties prenantes, des intérêts. Mais pour moi, le Congo a besoin de cohésion. Alors, cette cohésion, elle est nécessaire pourquoi? Par exemple, il faut que nous ayons un pacte républicain sur quelles sont les voies que nous utilisons pour accéder au pouvoir. Nous avons construit pendant très longtemps le recours aux armes comme mécanisme d'accès au pouvoir. Les élections de 2006 devaient mettre un terme à ce recours aux armes comme moyen d'accession au pouvoir. Malheureusement, aujourd'hui, malgré 3 cycles électoraux, il y a encore des gens qui pensent qu'il faut recourir aux armes comme moyen d'expression politique. Ça, c'est quelque chose que tous les Congolais doivent bannir, et pour ça, il faut avoir un pacte républicain. C'est-à-dire les règles sur lesquelles tout le monde est d'accord, sur l'espace démocratique, le respect de l'opposition, de la diversité, le respect des règles démocratiques, pour que personne n'ait recours à la prise des armes comme mécanisme d'accession au pouvoir. Alors, ça, c'est un pacte républicain qu'il faut construire, mais par le dialogue. Et ça passe par un engagement fort des acteurs qui nécessitent que les gens parlent. Dernière question, Christian Moleka. Est-ce que le politique aujourd'hui ont-ils des solutions à apporter pour le changement de la situation sur le terrain? À l'est du Congo, il y a l'Union sacrée qui dit mais Fayoulou n'a pas fait l'armée. Quel impact Fayoulou aura sur la situation à l'est du Congo? Ça, c'est les premiers volets de ma question. Le second volet, comment jugez-vous la posture actuelle du régime en place qui dit non à toute proposition, un peu comme l'a dit l'opposition, des dialogues, y compris la CENCO? Est-ce que les dialogues avec l'opposition, les dialogues avec le M23, avec le Congolais M23, va-t-il résoudre les problèmes aujourd'hui? Bon, vous avez posé 2 problèmes. Le premier, c'est celui de... Dans une démocratie, normalement, l'autorité militaire est subordonnée à l'autorité civile. Et donc, dans une démocratie, c'est un civil qui dirige la République. Et l'autorité militaire est subordonnée à l'autorité civile. C'est pour ça qu'il a un conseiller militaire. C'est pour ça qu'il a un état-major particulier, qu'il a un aide de camp, pour l'aider à comprendre les questions militaires. C'est pour ça qu'il a à côté de lui un ministère de la Défense. Donc, lorsqu'un civil accède, je suppose qu'il s'est préparé longtemps pour gouverner et qu'il va s'entourer des personnes nécessaires à la conduite des affaires de l'État. Parce qu'un politique ne peut pas tout faire. Sinon, il faudra également qu'il fasse les renseignements, il faut qu'il fasse l'économie, il fasse la santé, il fasse l'ingénierie pour faire les routes. Non, il s'entoure autour de lui des ressources nécessaires à la conduite de l'État. Il prendra des diplomates, il prendra des militaires, il prendra les sécurocrates, il prendra des économistes. Je prends les politiques ici comme opposition. Hein. Opposition comme pouvoir. Alors, la culture d'État impose qu'un homme se prépare et s'entoure des ressources nécessaires. L'apport de Fayoulou comme opposant aujourd'hui par rapport à ce qu'il a proposé comme cohésion nationale, est-ce que l'opposition a-t-elle une nouvelle recette à apporter pour que le donne change aujourd'hui? C'est pas à moi de parler au nom de l'opposition, c'est l'opposition de présenter aux Congolais ce qu'ils ont comme à la fois contre-proposition, mais tellement comme contribution. Je constate simplement que dans notre pays, de manière générale, nous ne sommes jamais dans les débats constructifs en termes d'apport d'idées, de construction. Nous sommes généralement dans les débats caricaturaux, c'est-à-dire tel est étranger, tel n'est pas fils du pays, tel n'aime pas le pays, tel est contre nous. Et ces débats caricaturaux, ces approches caricaturales-là, c'est ça la base du débat congolais. Il n'y a pas beaucoup de substance, il n'y a pas beaucoup de contributions en termes d'idées et en termes de concepts. Nous avons une classe politique qui n'apporte pas beaucoup en termes conceptuels, en termes d'idées, et en termes de propositions, qu'on soit dans l'opposition ou dans la majorité. D'ailleurs, ils sont tous presque social-démocrates, opposition comme pouvoir. Maintenant, est-ce que l'opposition a un apport à apporter dans la problématique de la guerre? Au même moment, est-ce que l'opposition a un apport à apporter? Et que pensez-vous de la posture? C'était ça ma question. Oui, actuelle du régime. L'apport à apporter, c'est en termes de mobilisation de l'opinion intérieure. Nous avons des Congolais qui s'identifient à l'opposition, des Congolais qui s'identifient au pouvoir politique. Et lorsque vous voulez mobiliser l'opinion générale, notamment en période de crise, c'est pour ça qu'on met en place ce qu'on appelle les unions sacrées ou le gouvernement d'union nationale, pour que l'opinion de manière générale soit mobilisée en prenant tous les leaders qui incarnent ces différents courants-là et donc rassembler la nation. C'est ça le but, ça c'est de un. De deux, la posture du gouvernement, de mon point de vue... Quelqu'un parle d'une posture orgueilleuse.
De mon point de vue... Vous n'avez aucune solution à trouver, vous continuez à dire non à toute négociation, à tout dialogue. Ça veut dire que vous avez une autre pensée, c'est ce que beaucoup disent à la cité, un peu comme nous autres, nous observons. De mon point de vue, la position vis-à-vis de l'opposition est une démarche politicienne. Parce que quand vous avez une majorité très large qui vient d'accéder au pouvoir et qui estime que négocier très tôt, c'est ouvrir le partage des responsabilités à d'autres alors que le gâteau, il est petit, cette démarche-là, elle est court-termiste. Parce qu'à un moment donné, il y a des questions pour lesquelles il faut ouvrir l'espace et permettre de parler. Est-ce que ce n'est pas le choix de la temporalité aussi? Ouvrir un dialogue en début de mandat, c'est restreindre la possibilité d'avoir un deuxième dialogue en fin de mandat et donc d'aborder des questions les plus intéressantes. C'est un choix de timing aussi. Mais par rapport au M23 ou à la rébellion, décider de ne pas parler aux rebelles, c'est un choix politique. C'est une option politique qu'on lève. La conséquence, c'est que si on veut garder cette posture diplomatique, il faut établir un rapport de force sur le terrain qui permette à votre position diplomatique de tenir. Sinon, le rapport de terrain va impacter votre position diplomatique et vous négocierez en position de faiblesse. Merci beaucoup à vous, Christian Moleka. Il intervenait justement pour le compte de sa deuxième prise de parole. Je rappelle que Christian Moleka est coordonnateur de la dynamique de politologue de la République démocratique du Congo, du Polana en sigle. C'est ça? Oui, c'est exactement. Alors, Christian, Isaac Ngwenza, ombudsman. Vous avez déjà rédigé sur ça récemment, oui, pour cette nouvelle année, un article par rapport à cette posture du régime. Tout à l'heure, Christian Moleka parlait d'un choix politique qui, aujourd'hui, n'est pas prêt à discuter avec non seulement les rebelles, mais aussi à l'interne. Dire non à toute négociation. Est-ce que c'est pour dire que vous êtes... Êtes-vous de ceux qui pensent que le régime actuel a adopté une posture orgueilleuse? J'aimerais que vous répondiez à cette question. D'accord, tu vois, j'ai eu de mal à dire qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre puisse s'arrêter quand vous m'avez posé cette question. J'ai fait 14 ans d'enquête pour comprendre le conflit armé là-bas, de 2005 jusqu'en 2018. Je suis arrivé partout où il y a eu des guerres. J'ai profité de gratuité des avions de la MONUSCO, de 2005 jusqu'en 2018. J'ai pu comprendre... Pourquoi nous vous appelons à tout moment que nous évoquons ces sujets. Exactement, c'est pour ça que je dis. Tout ce que j'ai vu pendant mes 14 ans d'enquête, j'ai accouché ça dans un livre que j'intitule « La résurrection du plan des 30 ans » pour parler de cette guerre. J'ai entendu Christian Moleka s'opposer à l'idée d'un quelconque complot contre la RDC. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, s'est réorganisé et tout là. Mais je vous dis, le problème d'Angola, vous avez soulevé aussi le problème d'Angola, qui a connu plus de 27 ans de guerre. Mais le problème de guerre de l'Angola, où les mobiles, ce n'est pas la même chose avec la guerre de l'Est. Ça, c'est un. Angola, c'était une sorte de guerre civile entre UNITA et MPLA pendant des années. Mais à l'Est, il s'agit d'une... Nous parlons d'une agression. Mais avant, aujourd'hui, on parle de l'agression. Mais avant, ce n'était pas agression. Pourquoi moi, je soutiens la thèse d'un complot international? Parce qu'en 1960, le Congo a connu de partition, c'est-à-dire 4 jours après la déclaration de l'indépendance, le 4 juillet. Tshomba avait déclaré Katanga un autre État. Le 11. Hein? Le 11. Non, le 11 c'est Louloabourg. Au Katanga c'était le 4. 4 jours. Le 4 c'est la mutinerie de Tisville. Mutinerie de Tisville. Le 11 juillet. Le 11 juillet, moi je sais que c'était une semaine après le Katanga, c'était le Kasaï. Louloabourg. Le 8 août. Louloabourg. Le Congo était émietté à l'époque. Qui a réussi à remettre le Congo à la forme qu'il a aujourd'hui? L'ONU. Ce n'était ni Kasavubu, ni Lumumba, ni le gouvernement. Mais attendez, non, c'est pour ça que je dis, le Congo, Tshomba avait déclaré Katanga un autre État. Ngalula et Kalonji, ils ont pris Louloabourg, Kananga, royaume du Sud Kasaï. Je vous ai posé la question. Qui a remis le Congo à cette forme dotée à partir de Berlin? Ce sont les pays qui ont donné cette forme au Congo.
ils ont appelé ce pays Association internationale du Congo. Ils ont appelé le pays... différente. Là, vous êtes en 1885. Exactement. C'est pour dire que il faut comprendre ce qu'est le Congo à la communauté internationale. Là. Le Congo est l'unique pays au monde qui a été considéré comme une association internationale. 1885, on appelle le pays État indépendant du Congo. Oui, on n'était pas... J'aimerais qu'on avance, Isaac. On est en train de... Justement, vous avez, c'est bien... Comme on n'est pas... Attendez, vous me laissez... Attendez, non. C'est comme ça, ça ne va pas. Comme on n'est pas parler, vous... Isaac, apaisez-vous, s'il vous plaît. On ne saura pas... On ne peut pas les débats comme ça. Non, je dis... Non, regardez. C'est important parce qu'on n'a pas le temps pour aujourd'hui. On ne peut pas revenir... Écoutez. L'émission est élaborée. Je vais vous dire une chose. La question, Isaac, est-ce que l'opposition, au regard de la posture actuelle du régime, Isaac, s'il vous plaît, au regard de la posture actuelle du régime, l'opposition propose des dialogues. Le régime dit non. Est-ce que vous pensez que dans cet allié, nous trouverons la solution à la situation actuelle de l'État? Encore une fois, si tu ne connais pas ton passé, tu ne pourras pas voir l'avenir. Ne parle pas d'histoire, il y a un problème. Mais on ne saura pas parler. Attendez, je dis c'est... Non, de 1985. Non, je suis en train de montrer... Non, je dis ceci. C'est pour cette raison, je crois de tout mon cœur, on arrivera en 2028, 2029. Si vous ne savez pas d'où nous venons, si vous ne savez pas ce qu'est le pays, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On va arriver en 2028. Ça sera la fin du mandat de Tshisekedi. 2029 et notre président viendra, la guerre sera toujours là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne connais pas ton passé, tu ne pourras pas comprendre le présent ni voir l'avenir. Je vais vous dire une chose. Nous tous ici, nous nous plaignons. Comment expliquer que depuis la chute de Mobutu en 97 jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus une armée dissuasive et tout. Est-ce que vous pouvez aborder ma question maintenant? Au regard de la posture, de la position actuelle du régime qui dit non à toute négociation, non seulement avec les rebelles, mais aussi à l'interne. Est-ce que vous pensez que cette position du régime va permettre au Congo de retrouver sa paix à l'Est? Vous savez, hein, les Romains disent si wispakem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Moi, je crois que lorsqu'on dote le pays d'une armée dissuasive, d'une armée républicaine, d'une armée forte, on pourra réussir. Vous savez, le problème avec nous, c'est quoi? Quand moi je soutiens la thèse d'un complot international, j'ai écrit ça dans mon livre. Est-ce que vous soutenez les dialogues aujourd'hui? Bien entendu, vous avez soutenu la thèse de la complicité, Moleka l'a dit. Au regard de la position de l'opposition aujourd'hui, êtes-vous d'accord que le Congo puisse aller sur la voie du dialogue? C'est ça ma question, Isaac Moueza. Finalement, je ne comprends plus. Allez, on a fini. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Christian Moleka, merci d'être passé. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. C'est moi qui ce grand plateau de kiosques. C'est moi qui vous remercie. Allez, portez-vous bien. Rediffusion, 18h juste CCTV, mais aussi à 22h sur Radio Liberté Kinshasa. Vous pouvez suivre cette émission quand vous voulez. C'est CCTV Rallye officiel. Portez-vous bien et à la prochaine.